Ah là là, on vit quand même à une époque formidable. La technologie n'a jamais été aussi avancée, mais surtout, elle n'a jamais avancé aussi vite qu'aujourd'hui. Toujours plus de nouvelles technologies, chacune plus folle que les autres, mais aussi plein de produits innovants à tel point qu'on se demande parfois comment on a pu faire sans pendant si longtemps. Eh bien, il se trouve que pour certaines choses, la réponse à cette question est tout simplement qu'on avait déjà eu l'idée et même créé l'objet il y a bien longtemps, mais que pour une raison X ou Y, celui-ci n'avait juste eu pas le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker. Et aujourd'hui on va parler d'objets ou de produits qui ont été bien trop en avance sur leur temps et qui ont donc fait un flop monumental alors qu'ils font aujourd'hui partie de notre quotidien. Et on va commencer avec la voiture électrique. Bon, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'Elon Musk n'a rien inventé avec ses voitures électriques Tesla. En effet, on voyait déjà des voitures 100% électriques bien avant. Alors certes, il a bien remué tout le secteur avec son approche différente et il a même permis l'amélioration de certaines technologies avec bien sûr son système de conduite autonome, mais aussi avec toutes les recherches conduites par son entreprise autour des batteries afin d'améliorer le rendement et la capacité de ces cellules lithium-ion tout en tentant de réduire l'impact écologique en utilisant moins de lithium. Mais voilà, les voitures électriques, bah c'était pas son idée. Si vous voulez tout savoir, il se trouve que le premier moteur électrique a vu le jour avant le premier moteur à combustion et il en est de même pour les véhicules. Bon, si on veut être totalement honnête, il faut quand même dire qu'à cette époque-là, ça fait déjà longtemps qu'on est capable de se déplacer avec des moteurs, mais ces derniers ne sont ni électriques ni à combustion interne, ce sont des machines à vapeur. Bon, mais alors, elle date de quand cette fameuse première voiture électrique? Eh bien, elle a été créée en 80, il y a près de 40 ans du coup. Enfin, plutôt 140 ans, parce que là on parle de 1880. Et ouais, hein, quand je vous disais que c'était pas nouveau, j'ai pas rigolé. Mais alors pourquoi est-ce que ça n'a pas décollé à l'époque? Eh bien pour le coup, la raison est technologique. À l'époque, on était déjà capable de fabriquer des moteurs bien puissants. Le problème, c'est de savoir comment les alimenter. En effet, même si on était déjà capable de fabriquer des batteries avec une capacité pas ridicule, ces dernières étaient très volumineuses, mais aussi très lourde. Pour vous donner une idée, près de 15 ans après la création de cette voiture, une autre voiture électrique se retrouve sur le départ d'une course Paris-Bordeaux. Cette voiture est équipée de pas moins de 38 batteries de 15 kg chacune, soit un total de près de 600 kg. Quand la batterie d'une Tesla Model S est d'à peine plus de 400 kg pour faire 600 km, c'est pas mal vous allez me dire. Mais déjà, je suis pas sûr qu'à l'époque, il pouvait prendre l'autoroute à 10 comme ça au calme. Hein. Donc la course était en réalité probablement plus longue que ça. Mais surtout, j'ai oublié de vous préciser qu'ils avaient un arrêt prévu tous les 40 km pour changer leur batterie. Et il n'y avait pas encore de superchargeur à l'époque non plus. Alors ça ne veut pas dire qu'elles étaient mortes, hein, mais juste qu'ils n'avaient pas le temps de les recharger. Donc c'était finalement plus intéressant d'en avoir des nouvelles que de recharger celles qui étaient déjà là. Bref, vous l'aurez compris, le monde n'était pas prêt pour la voiture électrique. On en a quand même vu d'autres, hein, mais elles sont restées loin du grand public pendant très longtemps. Et c'est finalement avec les hybrides qu'on a vu l'électrique commencer à conquérir monsieur et madame tout le monde. Avec la Toyota Prius en 1997, suivi ensuite par tout un tas d'autres. Sauf que là aussi, si vous croyez que c'est une invention récente, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil, car la première voiture hybride électrique a vu le jour en 1894. Voilà. Les Sony Visortron. Allez, bon, on va déjà oublier ce nom sacrément dégueu pour se concentrer sur le produit. Et puis, si vous trouvez ça ridicule, n'oubliez pas que dans la catégorie des voitures électriques qu'on a vu juste avant, on trouve aussi des noms bien trouvés, hein, comme avec Audi et sa voiture électrique sobrement nommée e-tron. Ouais, du génie. Bref, les Visortron, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moyen pour vous de regarder la télé sur un grand écran sans en avoir un. Bon, en fait, l'écran est tout petit, mais forcément, une fois collé à quelques centimètres de vos yeux, eh bien, l'effet est là. Une sorte de casque de réalité virtuelle avant la réalité virtuelle en somme. Ici, pas de head tracking ni même de stéréoscopie, juste deux petits écrans intégrés dans un casque, tout ça en 1993. Et vous savez ce qui est bien avec un écran collé à vos yeux? C'est que vous êtes le seul à le voir, de quoi ravir le père de famille. Mais alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Eh bien, tout simplement car il n'y avait pas vraiment d'intérêt à utiliser un tel gadget. Bien sûr, il y avait quelques cas précis où ça pouvait être intéressant, ils ont même donné suite à ce produit avec la gamme Glastron, qui comprenait à partir de sa version sortie en 1997 d'un clapet mécanique que l'on pouvait actionner afin de voir à travers les lunettes avec la vidéo en surimpression, comme dans des lunettes de réalité augmentée finalement. Dans leur dernière version, ce système a été carrément remplacé par un LCD de manière à pouvoir être actionné de façon électronique. Seulement, ça n'a pas suffi à donner envie à tout le monde d'en avoir un. En effet, la télévision, c'est pour beaucoup un moyen de s'occuper, certes, mais aussi de passer du temps avec ses proches autour d'un bon film par exemple. S'enfermer dans un casque va un peu à l'encontre de tout ça, il faut donc une vraie bonne raison de le faire. Par exemple avec un lecteur DVD portable dans l'avion ou dans le train, c'était sûrement cool. Bon,
c'est aussi sûrement un bon moyen de se faire piquer ses affaires sans même s'en rendre compte. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a de bonnes raisons d'utiliser des casques de réalité virtuelle. On a des jeux super et une expérience qu'il est juste impossible de reproduire sans ces derniers, avec une réelle immersion. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. En s'inspirant de ce qu'ils avaient appris avec ces projets, Sony a sorti en 2002 un accessoire pour sa PS2, répondant au doux nom de PUD-J5A. Ouais, pas ouf. Ce casque ressemble finalement pas mal à ses prédécesseurs, mais a été pensé pour le jeu, avec l'ajout du head tracking. On se rapproche donc carrément de nos casques actuels en termes de fonctionnalité. Au total, ce sont 6 jeux qui étaient proposés avec ce casque, dont un que je trouve vraiment intéressant. On y incarne un photographe et le principe c'est que vous avez une liste de filles que vous allez prendre en photo en bikini. Et le pire c'est que les graphismes sont fous, et pour cause, ce sont en fait des vidéos préenregistrées, sûrement avec plusieurs caméras en même temps, de façon à ce que vous puissiez tourner autour du sujet en direct. Il ne reste plus qu'à cadrer, un petit zoom par-ci par-là et vous voilà le roi de la photo. J'aurais aimé être là le jour où le gars est arrivé dans le bureau du patron en mode « Chef, j'ai une idée de fou, ça va partir comme des petits pains ». Bon, tout ça n'aura pas empêché le PUD machin truc de finir aux oubliettes, mais au moins, bon, on aura pu un peu s'amuser. Allez, on va rester dans le thème des lunettes avec les Google Glass. Vous en avez forcément entendu parler, ces fameuses lunettes dont la vente de prototypes a démarré en 2013 pour la modique somme de 1500 $ pour que Google stoppe finalement la production et la vente même pas 2 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces lunettes avec un petit écran transparent ainsi qu'une caméra en avaient pourtant fait rêver plus d'un. Mais voilà, à l'utilisation, ça ne convainc pas. Une autonomie ridicule, des applications relativement limitées et tout ça avec un certain encombrement. Mais aussi un autre problème qui pour le coup est plus culturel qu'autre chose, la caméra. Même si rien n'est enregistré sans l'action de l'utilisateur, ça pose quand même quelques soucis. Avec une mini caméra comme celle-ci pointée vers soi, on peut facilement avoir l'impression d'être espionné H24. Finalement aujourd'hui, Google a changé sa stratégie avec ses lunettes qui s'orientent maintenant exclusivement vers les entreprises afin de les aider à augmenter leur productivité. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter sur ce produit, mais je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo pour vous montrer qu'un produit en avance sur son temps ne l'est pas forcément à cause de la technologie qui n'est pas prête, mais que ça peut tout simplement être dû à la culture. Cette dernière va sûrement évoluer peu à peu et un jour ce sera sûrement courant d'avoir un outil de ce genre sur soi. Heureusement ou malheureusement, ça c'est pas la question, que ça soit sous la forme de lunettes ou peut-être même de lentilles, voire même avec une interface neuronale, qui sait. On aurait alors plus besoin de sortir son téléphone et de le tenir à la main pour suivre visuellement un itinéraire par exemple. Bref, le futur, on se croirait dans Black Mirror. Le futur qui existe déjà, certes, mais le futur quand même. Allez, passons à la suite avec l'ITER AFTO. Ici, on est sur une sorte d'ancêtre du GPS, le guidage par satellite, à une époque où les satellites n'étaient qu'un rêve lointain. Mais alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Aujourd'hui, si je veux faire 3 paris, je lance Google Maps et je lui donne le point de départ et le point d'arrivée et il va me calculer l'itinéraire à partir de ça. Et bien en 1930, avec l'ITER AFTO, il vous suffisait de charger la cartouche 3 paris et c'est parti pour un guidage tout au long de la route. Concrètement, il s'agit d'un long rouleau avec toutes les instructions de l'itinéraire qui se déroulent au fur et à mesure que vous avancez. En fait, le mécanisme est relié aux roues de la voiture de manière à ce que le déroulement de l'itinéraire se fasse en fonction de votre vitesse. C'est plutôt malin, mais voilà, vous vous doutez sûrement de pourquoi ça n'a pas percé. Déjà à l'époque, les gens qui avaient une voiture étaient relativement rares et en plus, il ne fallait pas du tout dévier de l'itinéraire prévu, sous peine de se retrouver décalé par rapport au guidage. Et ça, c'est bien sûr sans parler de la collection de rouleaux qu'il faut avoir si vous voulez faire plus d'un itinéraire. 3 ans avant ce système, un appareil similaire avait vu le jour sous la forme d'une sorte de montre, toujours avec ces rouleaux qui se déroulent, sauf que cette fois, il fallait soi-même actionner le système. Le principe de guidage par itinéraire qui vous donne des instructions au fur et à mesure plutôt que d'avoir à lire une carte n'est donc pas nouveau et a finalement plus de 90 ans. Le vidéodisque. Aujourd'hui, si on veut regarder un film, on allume la télé, on va sur n'importe quelle plateforme de streaming, Netflix, Disney+, ce que vous voulez, et on a le choix parmi des milliers de films. Mais si on remonte un peu dans le temps, on a eu plusieurs étapes avant d'en arriver là. Le Blu-ray, précédé par le DVD, lui-même précédé par les cassettes VHS. Mais est-ce que vous saviez qu'avant même que ces cassettes n'apparaissent, on avait déjà un moyen de regarder des films à l'aide de disques? Les télévisions électroniques disques sont des disques en vinyle souple de 20 cm de diamètre qui s'utilisaient comme ceux que l'on connaît tous en le mettant sur une plateforme qui tourne et avec un stylet qui vient lire mécaniquement les informations stockées. Quelques différences tout de même. Là où un vinyle comme on les connaît tous effectue 33 tours et 1 tiers par seconde, ces disques n'en faisaient pas moins de 1500. Pour un disque de cette taille, c'est carrément rapide quand même. Il tournait sur coussin d'air et n'avait qu'une seule face gravée. Le problème, c'est que cette face ne contenait finalement pas tant de données que ça. Enfin, d'une certaine manière,
manière, si, hein, c'est impressionnant qu'ils aient pu à l'époque stocker tant de façon mécanique sur un disque comme ça, mais bon, bah voilà, devoir changer de disque 10 fois au cours d'un film, bah ça n'a pas vraiment plu, on se demande pourquoi. Et c'est finalement la cassette VHS qui raflera le marché quelques années plus tard, car elle était finalement bien plus simple à utiliser. L'assistant personnel. Allez, pour terminer, on va parler de ces fameux assistants qui nous facilitent la vie. Et comme on n'a pas tous les moyens de se payer une secrétaire, eh bien on va parler de ceux qui prennent la forme d'un appareil électronique. Ces assistants datent de bien avant Siri, Alexa et tout le tintouin. Ça date en fait de bien avant les smartphones. Beaucoup de personnes pensent que c'est Apple qui a inventé ces sortes de tablettes tactiles. Certains pensent que c'est l'iPhone en 2007, d'autres sont un peu moins loin de la vérité et pensent que c'est avec l'Apple Newton qui est sorti en 1993. Mais dans un cas comme dans l'autre, eh bien c'est faux. Le premier assistant personnel tactile a vu le jour en 1986 et c'était fabriqué par Casio, les mêmes qui font les calculettes que vous aviez au collège, alors que les travaux sur l'Apple Newton n'ont commencé qu'un an plus tard pour finalement une sortie du produit en 1993. Quoi qu'il en soit, ces assistants personnels ont tous eu un succès relativement limité. Les contraintes principales étaient des usages finalement assez basiques, une autonomie faible, certaines technologies peu efficaces, par exemple la reconnaissance de saisie manuscrite, etc., etc. Apple abandonnera finalement ce projet 5 ans seulement après sa commercialisation pour finalement revenir un peu plus tard et à la fois créer et exploser le marché avec l'iPhone en 2007. L'idée était donc là depuis longtemps, mais il aura tout de même fallu plus d'une décennie avant que les technologies ne soient à la hauteur des attentes du grand public. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'objets qu'on utilise tous les jours et qui sont bourrés de technologies et qui ont pourtant été imaginés il y a bien plus longtemps que avant qu'ils percent. On a aussi pu voir qu'il y a tout un tas de raisons différentes qui peuvent faire qu'un objet est en avance sur son temps, que ce soit par un manque d'une technologie X ou Y nécessaire à son aboutissement comme les batteries pour les voitures électriques ou encore un frein culturel comme on a pu le voir avec les Google Glass. Pour ces dernières, peut-être qu'un jour on aura le même succès que d'autres technologies plus anciennes qu'on a pu le voir dans cette vidéo, mais ça, eh bien seul l'avenir nous le dira. Et vous alors, est-ce que vous connaissez une technologie qui a fail ces dernières années et qui pourtant est assez géniale? Eh bien n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si ça se trouve, ça va réveiller des passions, hein, des mecs qui ont fait un produit qui a pas très bien marché, hop, la V2 du produit sera vraiment fonctionnelle et aura un succès fulgurant grâce à vous. Donc c'est bien le moment de partager ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le joli pouce bleu de l'amour juste en dessous. Vous pouvez aussi me dire en commentaire le produit qui vous plaît le plus parmi cette liste-là, si ça se trouve, s'il y aura un petit élan de nostalgie. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux de l'internet. Et surtout, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!